Bonjour à tous et bienvenue dans le portrait de la semaine. Vous connaissez l'émission. Un invité vient nous parler de son parcours et de sa vie. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur de la radio française. Bonjour Jérôme Godefroy. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur notre plateau. Je suis ravi d'être là. Vous êtes prêt à vous confier sur votre parcours, sur votre vie? On verra. Et bien alors, on va tourner ensemble la première page de ce livre consacré à votre histoire. Vous êtes né à Valenciennes et vos parents et grands-parents étaient commerçants dans des magasins de vêtements pour hommes. Mais c'est vrai que vous ne souhaitiez pas aller dans cette voie, prendre la suite de la famille. Et très jeune, vous aviez déjà cette passion pour la radio. Et notamment, dans votre chambre, vous aviez un magnéto-cassette où vous vous amusiez à interviewer vos frères et sœurs et vos amis. Quel a été le déclic pour vous intéresser aussi vite à la radio? J'ai toujours écouté beaucoup la radio quand j'étais très jeune, mais le premier déclic, c'est un cadeau de Noël, je devais avoir 6 ou 7 ans, et c'était un micro qu'on branchait sur les grosses radios, les TSF comme on disait à ce moment-là, et on branchait derrière la TSF et derrière la radio, et je m'entendais dans le poste. Voilà, et donc tout est parti de là, j'étais tout à fait fasciné par ça. Et après, adolescent, j'avais des magnétos, j'interviewais ma famille, mes frères et sœurs, mes copains d'école, etc. Donc j'ai des heures et des heures de bande magnétique cette époque-là que j'ai jamais réécouté. Mais j'ai fait de la radio toujours. Ce serait marrant à réécouter d'ailleurs. Oui, oui. Fait un peu peur, mais enfin bon, c'est là, oui. C'est les débuts. Oui. Et vous avez notamment un souvenir marquant de votre adolescence. En 1969, vous avez 16 ans et vous êtes allé à New York, aux États-Unis. Un an d'ailleurs après la mort de Martin Luther King, au moment aussi du festival Woodstock, même si vous n'y êtes pas allé, mais c'est à ce moment-là. Vous avez le souvenir de prendre le métro à minuit alors que c'était assez dangereux à ce moment-là, toute cette ambiance américaine. Pourquoi ce voyage vous a tant marqué ? Ça remonte juste à l'après-guerre. Mon père était adolescent, il vivait dans une petite ville de l'Aisne, département de l'Aisne. Et en 1945, l'armée américaine a installé une grosse unité qui s'occupait du ravitaillement de l'armée américaine. Et c'était un régiment noir, puisque les Noirs s'occupaient beaucoup de ces choses-là. Les Noirs n'étaient pas en première ligne à ce moment-là. L'armée américaine, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était ségrégationnée. Les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre. Et donc, mon père, qui était adolescent, qui devait avoir 16-17 ans, est devenu copain avec un GI, avec un militaire américain. Et on est resté, lui et ma famille, en contact pendant toutes ces années. Et donc, dans les années 60, en 69, j'étais le premier membre de ma famille à être allé à New York. Et donc, ma première approche des États-Unis, ça a été de vivre pendant 2 mois, l'été 69, dans un quartier noir de New York, à Queens. Moi, le petit blanc débarquant de Valenciennes, et c'était un choc extraordinaire. Et c'est quelque chose dont vous vous souvenez encore maintenant qui vous a vraiment marqué, du coup. Oui, absolument, parce que ma vie a été marquée par la radio, mais aussi beaucoup par les États-Unis. Et donc ça, c'est le point de départ, c'est le moment fondateur. Et après, j'y suis retourné, comme vous le savez, pendant 12 ans comme correspondant de RTL. Alors c'est vrai qu'à la fac, vous aviez 3 activités. Vous étiez étudiant à Lille en lettres. Vous aviez déjà votre propre émission de radio sur la radio locale de l'ERTF, qui deviendra ensuite France 3. En parallèle, vous étiez élève au conservatoire. Et d'ailleurs, de cette époque, vous avez le souvenir de toutes vos premières émissions de radio sur les poètes du Nord. Et c'est aussi le théâtre et la radio qui vous a enlevé cette timidité, cette solitude. Vous avez pris ça comme une délivrance à ce moment-là ? Non, j'étais pas à ce point-là inhibé et tout à fait solitaire. Non, mais c'est vrai que par exemple, le théâtre m'a beaucoup appris au niveau de la voix. Et ensuite, je m'en suis toujours beaucoup servi. Et j'ai appris notamment que l'essentiel pour parler, c'était la respiration. Quand on ne respire pas, on étouffe ou on bafouille. Et donc, ça, j'ai appris ça. Ça m'a aidé à placer ma voix. Et j'ai hésité, j'ai failli être acteur. Ça s'est fait vraiment à peu de choses près. Il y a une semaine dans ma vie où j'avais un rôle dans une pièce de théâtre dans une troupe du Nord et une émission à la radio. J'ai choisi la radio. Le choix était compliqué à ce moment-là ? Non, mais bon, ça c'est un peu comme un coup de dé, puis c'est un peu au feeling, et j'ai choisi la radio. J'ai bien fait, je pense. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une amie qui vous conseille de devenir journaliste quand vous travaillez à France 3 Lille. Alors vous lui dites, mais c'est quoi être journaliste ? Elle vous dit, c'est celui qui dit les nouvelles. Et d'ailleurs, par la suite, vous avez passé le concours du CFJ que vous avez obtenu. En 2e année, vous avez choisi cette spécialité radio.
quelles sont justement les premières techniques, vous avez ce souvenir des premières techniques qu'on vous a appris à l'école? C'est-à-dire que j'ai fait 3 ans de radio sans apprentissage aucun. Je faisais beaucoup de directs, j'interviewais des chanteurs, des artistes de passage, je faisais des émissions de jardinage, je lançais des disques, enfin, je faisais 3 heures. Et des vedettes, vous avez aussi. Oui, non, mais à cette époque-là, j'avais 20 ans, mais j'ai interviewé Jean-Paul Sartre, Léo Ferré, Renaud pour son premier 45 tours, Coluche, enfin tous ces gens-là sont passés. Mais j'avais jamais appris les bases. Je savais faire, j'avais fait beaucoup d'antennes, j'avais peut-être pris aussi de mauvaises habitudes, et au CFJ, à l'école de journalisme, on m'a appris les fondamentaux, travailler l'écriture, chercher les angles, les sources, enfin toutes ces choses-là, quoi. Donc j'ai appris les bases de ce métier, mais j'avais déjà beaucoup de pratique en radio. Donc le terrain aussi vous a beaucoup appris? Oui, oui, non, mais ce que j'ai fait dans ces 3 années de radio dans le Nord, j'ai fait des trucs hallucinants. J'ai fait notamment, on a fait une tournée au cours de l'été 76, c'était l'été de la sécheresse, il faisait très chaud en France et notamment dans le Nord, et on a fait pendant 2 mois, juillet-août, 3 heures d'antenne dans tous les petits villages du Nord-Pas-de-Calais, alors qu'on s'arrêtait dans un endroit où il fallait faire 3 heures d'émission avec le maire, les bajorettes, le garde champêtre, enfin tous les gens qui étaient là, quoi. Donc ça a été une école extraordinaire. Ouais. Et vous avez aussi le souvenir d'un stage à Europe 1. Votre premier jour, on vous donne à traiter la conférence de presse sur la sécurité routière. Vous y êtes allé et le soir même, vous proposez à Étienne Moujotte, un directeur de la rédaction à ce moment-là, de faire le portrait du plus mauvais conducteur. Et le lendemain, l'actualité était un petit peu creuse et votre sujet a fait la une du journal de 7 heures. C'est un premier succès pour vous? Alors, c'était effectivement… Et le fruit du hasard? Non, c'était le hasard, c'était la chance. C'est-à-dire que je suis arrivé… Le lundi, il n'y avait pas grand-chose, on me donne cette conférence de presse de la sécurité routière qui n'avait pas grand intérêt, j'y vais et je ramène ce sujet, je fais le sujet, je savais faire, j'avais appris au CFJ, j'avais fait déjà beaucoup de radio, et donc le sujet passe. Et ça a été très important parce que dès le mardi, dès le lendemain de mon arrivée, les gens se disaient mais qui c'est ce type? On l'a entendu ce matin. Et ça, c'était formidable. C'est un accélérateur extraordinaire. Donc ça, je dis toujours aux jeunes qui arrivent dans une station, dans une rédaction. Le plus important, c'est les premières minutes. C'est les premières minutes. Il faut vraiment marquer tout de suite les esprits avec des choses bien et dire on est prêt. Et après cette histoire-là, on m'a donné beaucoup de choses à faire et ça a été vraiment un déclencheur formidable. Vous avez été à l'antenne dès le lendemain de votre stage, finalement. Ah oui, absolument. C'était même pas mon stage. Oui, j'avais eu la bourse de reportage qui s'appelait la bourse Loga pour rentrer à Europe 1. Et donc, c'était mon début, effectivement. Et puis après, Europe 1 m'a engagé 2 mois après, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Jérôme Godefroy, maintenant, je vais vous montrer une photo. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, ça dépend, oui. Oui. Philippe Gildas. Évidemment, vous savez pourquoi je vais vous parler de ça. Je vais expliquer aux téléspectateurs. Parce qu'effectivement, vous évoluez sur cette station. Au début, vous présentiez les flashs de nuit jusqu'à 5 h du matin, avant de présenter d'ailleurs ceux de 5 h 30. Ouais. Vous avez été repéré au départ par Jean-Luc Lagardère, qui vous complimente auprès d'Étienne Moujotte. Alors par la suite, pour ça que je vous montre cette photo de Philippe Gildas, il vous dit « Bon, tu n'es pas génial, mais tu vas présenter le 7 heures. » Et à l'époque, il faut savoir que le journal de 7 heures rassemblait quand même 8 millions d'auditeurs. D'une certaine manière, a-t-il participé à l'homme que vous êtes aujourd'hui? Ah oui, c'est évident que Gildas m'a énormément appris. Philippe Gildas est un professeur de latin-grec, de formation, peu de gens le savent. Mais il a ce côté pédagogue qui est extraordinaire. Il n'est pas facile. Il était très exigeant, mais il m'a énormément soutenu. C'est vrai que quand il était encore man du matin, il faisait le 7-9 sur Europe à ce moment-là, et la dernière chose qu'il entendait à la radio, c'était moi quand je faisais les flashs du soir. Il écoutait le flash de 21 h, et tous les soirs, je sortais du studio à 21 h 05, il y avait un téléphone qui m'attendait, c'était Gildas qui m'engueulait. Qui me disait mais t'es nul et tu t'es gouré, c'est pas ça, ça se prononce pas comme ça, c'est pas ça son prénom, etc. Bon, il m'a fait ça tous les soirs. Bon, je faisais attention, et puis au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, il m'a dit t'es nul mais tu vas faire le 7 heures.
Bon, je ne devais pas être si nul que ça. Et après, je débutais, hein, j'avais 26 ans à peu près. Et donc, il m'a tenu par les... Ça vous a forgé? Ah oui, oui, non, mais il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris à écrire court, il m'a à choisir l'info, l'angle. Enfin, c'était après le CFJ, c'était encore du perfectionnement. Mentor, un peu. Ah oui, complètement. Oui, oui, ça a été un mentor. Oui. Il déteste que je dise ça, mais c'est pourtant vrai. Oui. C'est vrai dans la réalité. Oui, effectivement. Ouais. Je vais vous montrer maintenant une deuxième photo, si vous le voulez bien. Ah, c'est moi ça, oui. On vous voit avec les anciens micros d'RTL et nos téléspectateurs voient la photo également en temps réel. C'est vrai qu'RTL a été une grande page de votre vie. Alors ça, c'est pris à New York, cette photo. À New York, ouais. Parce que vous avez été 12 ans correspondant aux États-Unis pour RTL dans les années 90. Alors, vous serez record. Hein. Vous avez couvert 4 campagnes électorales américaines. Vous êtes rentré 4 fois dans la Maison Blanche. Non, dans le bureau ovale. Et même dans le bureau ovale du président. Vous avez couvert 12 fois les Oscars. Votre seul regret est d'être rentré quelques jours, 10 jours avant les attentats du 11 septembre, un événement que vous auriez souhaité couvrir. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là, après toutes ces années passées aux États-Unis comme correspondant pour RTL, Jérôme Godefroy? C'est surtout pendant ces années. D'abord, je n'avais aucune idée que ça durerait aussi longtemps. Et puis, ces années-là, je me pinçais en disant je suis là, je suis en Amérique, qui est le pays que j'adore depuis cette histoire d'adolescence. J'étais là dans les meilleures conditions possibles, travaillant pour un grand média, ayant une grande liberté. Et c'est vrai que c'était... Alors après, quand ça s'est arrêté, mais ça s'est arrêté avec mon accord. Au bout de 12 ans, on m'a dit, la direction du RTL m'a dit, tu ne peux pas rentrer. Je dis oui, peut-être que je devrais rentrer, ça devient plus raisonnable. Et donc je suis rentré, mais... en rentrant dans l'avion du retour, je me suis dit, bon, ça va être un petit peu difficile. Et ça a été relativement difficile de rentrer en France. Enfin, difficile, il ne faut pas exagérer, j'avais un travail, je n'étais pas à la rue. Quoi. Mais donc, vous vouliez peut-être passer à autre chose. Vous aviez l'impression d'avoir peut-être fait un peu le tour. Alors, si vous voulez, il y a eu un déclic assez marrant, vous parliez des Oscars. La dernière fois que j'ai fait les Oscars, c'était en 2001 à Los Angeles, avec mon smoking sur le tapis rouge, avec les collègues et tout ça. Bon, et j'étais avec mon collègue d'Europe 1 de l'époque qui lui venait d'arriver. Il s'appelle Jean-Bernard Cadier, il est maintenant le correspondant de BFM TV à Washington. Et Jean-Bernard était là, tout excité, en disant « Ah, c'est Al Pacino, ah, c'est Sharon Stone ». Et je disais « Ouais, bon, parce que ça faisait la 12e fois que j'y allais. » Donc ça faisait 12 fois que vous les voyez. Bon, alors je me disais... Et après, je me suis dit, si je suis blasé par un truc comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, quand RTL m'a dit « Tu veux pas rentrer ?» J'ai dit « Bon, ben d'accord. » Oui, donc je suis rentré. Voilà. Et d'ailleurs, sur RTL, vous avez... animer l'émission Les auditeurs ont la parole. Et c'est vrai que dans cette libre antenne, les auditeurs s'expriment librement sur l'actualité du jour. Alors c'est vrai que avant vous, Jean-Jacques Bourdin avait animé le programme à la fin des années 90. Après, on a eu Christophe Ondelat au début des années 2000. C'est vrai que c'est un programme qui laisse la place à l'improvisation, également à beaucoup d'écoute. Ça a été une force pour vous? C'était une émission très difficile à faire. C'est une émission très difficile à faire. Très, très épuisante mentalement parce qu'il faut effectivement écouter tout en permanence. Peut-être rectifier parfois. Rectifier, quelquefois les auditeurs disent des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Et puis les accompagner, les aider à parler aussi. Bon, et puis aussi être capable de donner la réplique sur tous les sujets de l'actualité. Donc ça impose de vraiment bien suivre l'actualité. Et souvent, vous aviez peut-être ce rôle un petit peu de référence. Les auditeurs faisaient référence à vous à ce moment-là aussi? Oui, je ne sais pas. En tout cas, bon, j'essayais d'être consensuel, de ne pas trop heurter les gens. Mais il y a des sujets qui m'énervaient, comme par exemple les sujets de sécurité routière. Vous voyez, on revient à mes débuts. Aujourd'hui, vous n'auriez pas pris votre sujet? Non, mais si, mais notamment, il y avait, à chaque fois, on faisait souvent des émissions il y avait toujours de l'actualité sur de nouvelles règles du code de la route, les radars, etc. Et j'avais des auditeurs quelquefois qui appelaient et qui disaient « Moi, je suis un professionnel de la route. Moi, je fais 100 000 km par an. » Je dis, ouais, bon, très bien. Mais, donc, je leur disais aux gens, mais il faudrait un code de la route rien que pour vous. Et le code de la route, il est pour tout le monde pareil. C'est vivre en société, d'avoir des lois communes. Donc, de temps en temps, je m'énervais là-dessus, mais bon, c'était pas dramatique. Quoi. Avec Elisabeth Martichoux également? Avec Elisabeth Martichoux. Pendant un an? Pendant la dernière année, c'était avec Elisabeth, ouais.
Qu'est-ce que vous retenez de cette époque? De la dernière année? Hmm. Bah, c'était pas ma meilleure période, parce que bon, j'avais déjà un petit peu le sentiment d'avoir un peu tourné, enfin d'avoir fait le tour de la question, quoi. 40 ans de radio, quand on a fait à peu près tout ce qui est possible de faire, bon, il y avait une espèce de routine qui s'installait, et finalement, ça s'est arrêté, c'est pas plus mal. C'est vrai que votre départ d'RTL en 2010, c'était en 2010, Ouais. vous l'avez considéré comme un divorce difficile. Ouais. Alors vous étiez directeur de la rédaction, c'est le moment où vous vous êtes dit j'ai un peu fait le tour du métier Ouais, aussi, absolument. Jérôme Godefroy. C'est à ce Pas du moment-là. métier, mais si vous voulez, la radio, j'ai fait le matin, le midi, le soir, du reportage, correspondant. J'ai animé des émissions, comme par exemple le journal Inattendu le samedi. J'ai eu quand même beaucoup de chance, j'ai fait beaucoup de choses. Bon, et au bout d'un certain temps, on se répète. C'est comme l'histoire des Oscars. Quand on a fait 12 fois les Oscars, je pense qu'il y a d'autres gens qui doivent les faire à votre place. Donc, ça s'est passé comme ça s'est passé naturellement. Et je suis parti, c'était assez abrupt, parce qu'on ne fait pas pendant presque 40 ans de la radio et ça s'arrête du jour au lendemain. Mais bon, c'est la vie, on fait autre chose, quoi. C'est pas dramatique. Ouais. C'est cette longévité justement dont vous êtes le plus fier, 40 ans d'antenne. Je suis pas fier, je suis juste heureux d'avoir fait ça, parce que, comme je vous le disais au début, la radio, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, j'ai toujours fait ça. Ça n'a jamais posé aucun problème. Et j'ai eu une carrière intéressante, bien remplie, avec beaucoup de rebondissements. Le passage d'Europe à RTL, les États-Unis, le retour en France, tout ça, c'était intéressant. Ça s'est bien enchaîné. Il n'y a jamais eu une seule période de creux. Donc, c'était très bien. Je ne regrette strictement rien. C'est vrai que c'était 40 ans, mais en continu. Vous avez Absolument, jamais absolument. eu- Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont des carrières saccadées, qui ont des hauts et des bas. Moi, ça a été continu et intéressant de bout en bout. C'est vrai que vous êtes aujourd'hui enseignant à l'ESJ Lille et à l'ESJ Montpellier. Vous avez animé des formations et donné des conseils aussi à la radio publique bulgare, Oui, à la télé à La Réunion, en Polynésie. Vous Ouais. faites également du média training, hein, Ouais, donc c'est ouais. entraîner un peu les managers, les porte-paroles ou des hommes politiques aussi à s'exprimer à chaud ou à froid dans les médias. Le fait justement de transmettre aussi votre savoir, qu'est-ce que ça vous apporte sur un plan personnel? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans la pédagogie. Alors, c'est-à-dire que on parlait de Gildas à mes débuts. Gildas, il a été très important pour moi parce qu'il a transmis ce qu'il savait faire. Et ça m'a été très utile après. Euh, Là, c'est la même chose, sans prétention. Je pense que je sais faire certaines choses et je veux les transmettre à cette jeune génération. Et c'est vrai que et on apprend soi-même quelque chose au contact d'une nouvelle génération. Donc ça marche dans les deux sens. Et bon, je crois que je le fais pas trop mal. Et c'est très enrichissant pour moi déjà, c'est déjà pas mal. Et Sur je un pense plan que, personnel, je pense que les jeunes qui ont affaire à moi ne sont pas mécontents. Ouais. Alors maintenant, Jérôme Godefroy, je vais vous poser quelques questions pour vous connaître différemment. Ouais. Est-ce que vous êtes Voilà. Allez-y. Ouais. d'accord? Ouais. Alors déjà, j'aurais voulu savoir combien de temps par jour vous passez sur votre ordinateur. Oh, ça, j'en sais rien. Beaucoup trop longtemps, beaucoup trop de temps sur mon téléphone, beaucoup trop de temps sur Twitter. Oui, non, ça c'est sûr. Je C'est sais le pas. côté journaliste, le Oui, côté très curieux du monde qui nous entoure. Twitter, ça m'amuse beaucoup. Ouais. Twitter, c'est un instrument que j'aime, qui est pour moi devenu une source d'information. J'apprends des choses sur Twitter. Quand on dit ça, on dit ouais, mais Twitter, il y a plein de bêtises sur Twitter. C'est vrai. Mais quand on fait le tri, quand on sait comment ça marche, c'est comme ça que je m'informe beaucoup de plus en plus. Ce qui ne m'empêche pas de lire le journal quand même. Hein. Ouais. Ben justement, bon enchaînement. Ouais. Quel serait le quotidien national qui vous ressemble le plus? Oh, je ne sais pas si ça me ressemble, mais en tout cas, c'est celui que je lis le plus depuis toujours, hein, depuis 40 ans. Je lis Le Monde tous les jours. Oui, voilà, je lisais Le Monde sur mon portable tout à l'heure en cette émission. Donc, non, c'est le journal Le Monde. Après, j'ai lu énormément de choses. Mais maintenant, je consomme moins les médias que quand j'étais journaliste actif. Maintenant, plus les réseaux, du coup. Les réseaux, j'écoutais énormément la radio, parce que quand on fait de la radio, il faut beaucoup écouter la radio. Je l'écoute moins, de manière plus sélective. La télévision, je la regarde vraiment quand il y a quelque chose qui m'intéresse, mais je n'ai plus
cette espèce de côté maladif de vouloir tout savoir sur tout, qui a dit quoi, à quelle heure, sur quelle chaîne, bon, ça n'est plus nécessaire pour ce que je fais maintenant. Donc, mais je l'ai beaucoup fait, ça a été une espèce de... C'était de la folie, parce que quand on est comme ça, présentateur dans un média national, il faut vraiment savoir suivre beaucoup de choses, quoi. Ouais. Êtes-vous plutôt chaussures de costard ou basket? Ou en basket, oui, en basket. J'ai pas mis de cravate depuis, je sais pas, depuis très 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 longtemps. Peut-être pour un enterrement, mais en dehors de ça, ou un mariage. Mais non, je mets pas de, non, je m'habille pas. Non, je me suis jamais tellement habillé. J'ai mis des costumes quand il fallait, mais ça, non, voilà. Êtes-vous un fan de cuisine? Vous savez cuisiner? Je cuisine oui, je cuisine pour moi, mais bon, c'est pas, non, je fais pas de la grande cuisine, mais je mange, quoi. Voilà. Le plus beau jour de votre vie, Jérôme Godefroy? Ah, le plus beau jour de ma vie, j'en sais rien. Il y a eu plein de beaux Il y en jours. a eu plein. Il y a eu plein de beaux jours dans ma vie. Non, mais c'est vrai que par exemple, aux États-Unis, j'ai des grands souvenirs. Bon, après, c'est des choses intimes, mais bon, mais sinon, non, il n'y a pas le plus beau jour de ma vie. Il y en a. C'est les plus beaux jours. Moi, j'ai une définition assez bizarre du bonheur. C'est le bonheur, ça dure 10 secondes. Et ça arrive pas, ça arrive de temps en temps. Et quand on a 10 secondes de bonheur 2 fois dans l'année, c'est bien. Et ça arrive, voilà. Alors maintenant, Jérôme Godefroy, on a une petite habitude dans cette émission. Je Ouais. vais vous demander de regarder la caméra qui est juste en face de vous, de vous regarder le téléspectateur Oui. dans les yeux, ce face à face. Oui. Qu'est-ce Ouais. que vous aimeriez dire à tous ces auditeurs qui vous ont suivi pendant 40 ans? Ah, je voudrais leur dire d'abord bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, j'ai été très heureux de vous accompagner. Je sais qu'il y a des gens que je vois maintenant qui sont des adultes qui me disent ah, mais quand j'avais 14-15 ans, j'allais au lycée et on mettait la radio et c'était vous le matin, vous m'avez réveillé. Bon, c'est voilà. Mais j'ai appris une chose aussi qui est assez intéressante à propos de la radio, c'est que la radio, on ne parle pas à des millions de gens, mais on parle à chaque fois à une personne multipliée par des millions de gens. Il y a une histoire que je trouve extraordinaire. Il y a très longtemps de ça, je faisais la matinale sur RTL et on me dit, après, à la fin de l'émission, on me dit il y a Roger de Clermont-Ferrand qui veut te parler. Je ne connaissais pas de Roger à Clermont-Ferrand. Et je prends le téléphone, je dis bonjour Roger. Il me dit ça va? Je dis oui, ça va bien. Je dis on se connaît comment? Il me dit je t'écoute tous les jours. Et ça m'a énormément appris sur le rapport qu'on a quand on fait de la radio. C'est que pour ce Roger-là, qui peut-être prenait son café tout seul dans sa cuisine le matin, j'étais la voix et que je faisais partie de son quotidien. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le rôle qu'ont les gens de radio, parce que les gens de la radio sont dans l'intimité des gens. Un beau message en tout Ouais. cas, Jérôme Godefroy. Je vous remercie d'avoir été avec nous, de vous être confié. Ça va, ça a été? Ça va très bien, merci beaucoup Nicolas. Bon, merci d'avoir été avec nous et puis bonne continuation Merci. dans l'enseignement. D'accord, à bientôt. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité qui viendra sur ce plateau nous parler de son parcours et de sa vie. Prenez soin de vous.